Chapitre 3. L'endroit était fantastique pour y bâtir une cité. En altitude, loin des radiations et des ordures, dans l'un des rares décors à n'avoir jamais été ravagé, toujours clair et immaculé. Kandavir n'approuvait pas tout ce qui avait été tranché au cours des 50 dernières années de débats et de désaccords, mais bâtir ici le siège de l'unité était de toute évidence la bonne décision. Tout ce que Terra comptait encore de vivant avait les yeux levés vers ce lieu. Aucun seigneur de guerre ne l'avait jamais conquis. Depuis leurs plaines sordides et leurs bourbiers, les masses redresseraient la tête. Elles se détourneraient des ruches délabrées de leurs étendues urbaines et verraient quelque chose de libre, de pur et d'inégalable s'élever sans entrave jusqu'à des hauteurs impossibles. Un signal tourné vers l'avenir. Un jour, bien sûr. D'ici là, ce n'était encore qu'un chantier. Le plus grand jamais entrepris par des mains humaines, qui se démenaient contre les éléments rageurs, afin de bâtir un symbole de défi. Il y faisait froid, la boue était gelée, les lumens se clignaient et s'éteignaient sans prévenir. L'eau était sale et rarement chaude, même lorsque les bancs de générateurs fonctionnaient. Ce dernier point l'irritait en particulier. Après la longue étape de vol atmosphérique jusqu'à l'Himalaisie, il aurait été plaisant de pouvoir se détendre soulagé d'une douche pulsée pour laver la poussière de son corps. Mais il n'avait été question que de supporter stoïquement les traits d'eau glacée, avant que soudain, il ne s'interrompt dans un crachotement boueux. Le torrent de jurons qui avait jailli de ces quartiers avait fait se précipiter ses agents en faction. Mais il ne pouvait pas y faire grand-chose, alors que le complexe tout entier n'était qu'à moitié terminé. Elle ressortit de la salle d'eau dans un triste état, les cheveux en désordre et dégoulinants, la fatigue remplacée par la colère. Elle pénétra en trombe dans l'antichambre, où son aide de camp, Armina, était aux prises avec une pile de tubes de communication fraîchement livrés par un drone messager. « Je commence à être en retard », annonça Kandavir. Armina releva les yeux vers elle en écartant une mèche de cheveux. Kandavir avait la peau d'un noir de jais. Armina était blanche comme la craie. Les cheveux de Kandavir étaient rêches et indisciplinés, et ceux d'Armina raides, pâles comme les blés. Elles constituaient à elles deux comme les extrémités d'un spectre illustrant tout l'éventail de l'humanité, ces vigoureux extrêmes qui continuaient de surgir après des millénaires de mélange ethnique. « Il s'attendait sans doute à vous voir arriver à l'heure, fit Armina, d'un air de désapprobation. Kandavir alla jusqu'à un buffet et y prit un coffret à bijoux. « Vous n'avez aucune notion de ce qu'est le statut, Armina, dit-elle. Quel signal cela enverrait-il si j'arrivais dans le créneau qu'il m'a proposé ?» Elle choisit un collier d'argent, serti de perles minuscules qu'elle souleva à la lumière. « Je suis une haute seigneuresse. J'arrive quand bon me semble. » Armina secoua la tête. « Vous pourriez éviter d'en faire trop. » Kandavir se tourna vers elle en tenant le collier à son cou. « Vraiment ? Je l'aime bien. Je parlais de votre rang. » Armina se remit à trier les tubes de communication pour en extraire les contenus cryptés en les insérant dans l'ordre correct dans les bobines des haut-parleurs. « Ce genre de bravade n'impressionne que les imbéciles, dit-elle. Il n'aurait qu'à claquer des doigts, ce qu'elle fit avec les siens, et il vous briserait les vertèbres. » « Il n'oserait pas, dit Kandavir en ouvrant le fermoir de la chaîne et en se la passant au cou. Il n'y a pas qu'un seul type de force. C'est une chose que je m'acharne à vous dire. » « Encore et toujours, marmonna Armina. Ils sont tenus par les lois, continua Kandavir. C'est ce qui rend l'empereur digne d'être servi. Le fermoir produisit un clic et elle laissa retomber ses mains. C'est ce que nous devons croire, du moins. Allez-vous au moins essayer de ne pas l'insulter ? Kandavir pencha un miroir et ajusta son écharpe et la robe qui l'enveloppait. C'est un custodien. Ils sont imperméables à l'insulte, comme j'ai toujours été incité à le croire. Nous sommes comme des moucherons pour eux. Moins que des moucherons. Nos piqûres n'arrivent même pas à leur percer la peau. Armina enfonça le dernier tube dans la dernière bobine. « Il y a beaucoup à faire ici, dit-elle d'un ton de réprimande. Vous êtes déjà parti pendant longtemps. Vous vous occupez de... quoi que cela puisse être. Vous avez des responsabilités, haute seigneuresse. » Kandavir vint jusqu'à elle, prit ses deux mains entre les siennes. « Je sais, c'est précisément la raison. Continuez de mettre les choses en ordre pour moi. » Armina sourit. « Pour que vous puissiez encore y mettre le désordre, dit-elle. C'est mon travail. » Armina retira ses mains et retourna aux bobines. Ses doigts évoluèrent au-dessus des commandes et des symboles se mirent à cligner sur les décodeurs. « Au moins, soyez prudente, dit-elle. »
Assurez-vous de rester en contact avec Ophar, dit Kandavir en s'en allant vers les grandes portes. Si vous tenez à vous faire du souci pour quelqu'un, faites-vous-en pour lui. En ce qui me concerne, tout ira bien, comme toujours. Ce n'était pas exact à proprement parler. Pendant l'essentiel de sa vie, tout n'avait pas été bien pour Ooma Kandavir. Il avait été cruellement rare sur Terra que les choses aient bien pour quelqu'un. De mémoire récente d'être vivant, la planète entière avait été un caillou infesté de bandes guerrières. Chaque région que se disputaient des êtres sans morale était arriérée et dangereuse, et y rester vivant était une question de chance, ou parfois de ruse, et peut-être très occasionnellement, de bon sens. Elle-même était née au sein d'une famille relativement aisée, dans ce qui avait été la confédération de Banda, à l'extrême sud-est de l'Afrique. Leur richesse modeste leur offrait certains privilèges, des gardes de sécurité autour de l'enceinte, un certain degré de régularité dans les approvisionnements en nourriture, l'accès aux quelques vestiges de civilisation qui persistaient encore le long de la ceinture côtière cuite par le soleil. Elle se rappelait encore, petite fille, s'être assise le soir sur la plage déserte, sur le sable sale, et le vieux bol océanique desséché qui s'ouvrait à quelques mètres à peine de ses pieds. Des lueurs d'éclairs lointaines dansaient le long d'un horizon infini. Ceux qui vivaient à proximité avaient appelé l'océan, lorsqu'il existait encore, Zotaza, sans fin, comme s'il ne rejoignait jamais aucun autre rivage. Kandavir savait qu'il n'en était rien. La bibliothèque de sa mère comportait quelques livres vidéo, et l'un d'eux contenait un atlas. L'unité de lithomodélisation devait être cassée depuis un certain temps, mais on pouvait encore faire briller une lampe torche par l'ouverture et projeter la trace floue des contours côtiers sur un mur blanchi à la chaux. Une fois qu'elle eut appris cette astuce, elle avait passé des heures à les parcourir, en essayant de lire les noms minuscules et en se demandant quel genre de gens vivaient dans ces endroits qu'elle ne pourrait jamais visiter. Elle se les imaginait tous, bien sûr, comme lui ressemblant physiquement. Peut-être que beaucoup d'entre eux étaient sages et cultivés, vivaient dans des villes garnies d'orangerais et de fontaines. Ou peut-être que la plupart ressemblaient aux Ouipas, les sauvages du Nord, avec leurs camions peints en rouge et leurs cracheurs de flammes, qui habitaient dans des taudis, se nourrissaient de chair humaine et pillaient le peu qu'ils voulaient d'autre. Elle se rappelait être restée assise à la veillée, près des fines barres de la grille du radiateur électrique et que la poussière de sa robe la grattait, alors que le doigt maigre de son père remontait les marques qu'elle avait reportées au mur avec le bout d'un bâton brûlé. « On pouvait passer de là à là, autrefois, » disait-il, en pointant les petites îles et les anses du littoral oriental. « Il y avait des villes jusqu'en haut, vraiment immenses, construites sur des plateformes en béton, jusque sur la mer. Elles aspiraient l'eau, comme toi tu aspires le lait de chèvre avec une paille, et elles enlevaient le sel qu'il y avait dedans. C'était la seule façon pour empêcher tous les gens de mourir de soif. Comment ils font maintenant ?» avait-elle demandé avec des grands yeux, en rongeant ses ongles. « Je ne sais pas, » avait dit son père. « Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne nulle part. Peut-être que les Ouipas sont allés piller là-bas, comme ils ont fait partout. Je pense que ces villes-là doivent être vides maintenant. » Cela l'avait contrariée. Toutes les histoires de ce genre la mettaient en colère. « Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne ?» avait-elle réclamé. Elle se souvenait encore du menton mal rasé de son père, de son visage maigre à force de manquer de nourriture, de ses yeux tristes et intelligents. Parce que ce sont les guerriers qui dirigent, Candédois. Partout ce sont les guerriers qui dirigent, les choses arrêtent de fonctionner. Pour que les choses fonctionnent, le guerrier doit être le serviteur de celui qui travaille. Tu comprends ? C'est celui qui travaille qui fait fonctionner les choses. Et le guerrier, il fait la guerre. Mais les guerriers étaient les seuls à faire quoi que ce soit à l'époque. Ils étaient les seuls à posséder les armes, à posséder l'argent et l'énergie. Rien ne pouvait se dresser longtemps sur leur chemin. Quand l'humeur les en prenait, comme souvent, ils ravageaient tout le long du littoral sec. Ils brûlaient et détruisaient. Le sang imprégnait le sable pour quelques jours, et l'huile des moteurs rendait la terre rouge collante. Et personne ne s'asseyait sous l'ombre des palmiers fendus pour contempler la mer vide. Lorsque Kandavir y repensait aujourd'hui, il l'étonnait même d'avoir survécu. Ça n'avait pas été le cas de sa mère, morte du cancer qu'il était désormais facile de traiter dans toutes les villes impériales majeures. Une conséquence, Kandavir avait-elle découvert plus tard, des munitions irradiées n'ayant pas éclaté, restées enfouies dans le sol de leur contrée. Son père non plus n'avait pas survécu. Les raids avaient fini par porter suffisamment au sud pour engloutir le domaine familial,
comme il l'avait fait de tant d'autres, en soufflant les lumières des quelques petits points de refuge le long de ce littoral désolé. C'était Ophar qui l'avait sauvé. Ophar, avec ses bras maigrelet et ses yeux qui lui sortaient du crâne. Ophar ressemblait à un pantin en chiffon, raison pour laquelle personne ne le prenait au sérieux. Il avait tiré de son lit et avait essayé de la porter contre lui jusqu'au dernier des transports terrestres avant que les Zuipa ne franchissent le périmètre d'enceinte. Précoce comme elle avait toujours été, elle ne s'était pas laissée traîner en sûreté, avait tapé du pied par terre et refusé d'y aller tant qu'il n'aurait pas sauvé aussi le livre vidéo. Il n'était pas retourné en arrière chercher son père, ni aucun des membres du personnel qui s'était occupé de prendre soin d'elle et de la divertir. À l'époque, avec ce sentiment d'enfant gâté que tout lui était dû, elle avait voulu la seule chose qui la rendait heureuse, qui lui permettait de rêver d'autres mondes et d'autres endroits. Ce souvenir continuait de tarauder sa conscience. Il l'avait tentée depuis, en la faisant grimacer. Elle n'aurait pas pu accomplir grand-chose pour les aider, en toute honnêteté, mais le fait de ne même pas avoir essayé lui restait sur le cœur. Elle n'avait plus désormais que ces quelques réminiscences, ces injonctions. C'est celui qui travaille qui fait fonctionner les choses. À l'heure présente, haut dans le ciel au-dessus de la zone centrale du palais, dans son luxueux véhicule aérien, Kandavir avait le regard tourné vers la pilote, avec son col amidonné et ses épaulettes droites. Elle considéra du coin de l'œil les gardes assis de part et d'autre d'elle, un homme et une femme, tous deux arborant ces armures de mailles lourdes qui lui donnaient cette sensation évasive de sécurité physique. Ils accomplissaient leur devoir avec une attention calme aux détails, qui leur faisait honneur à eux, mais aussi au système qui les avait créés. Kandavir n'aurait eu qu'à lever son petit doigt charnu garni de bagues, et ils auraient suivi tout ordre qu'elle leur aurait donné. Le guerrier doit être le serviteur de celui qui travaille. Un arrangement si fragile, si facile à briser. « Faites-nous arriver à la plateforme mineure, je vous prie », demanda Kandavir. La pilote acquiesça et la voiture aérienne s'inclina dans une descente contrôlée. Devant eux, le squelette de la 3e zone proscrite, connu par tous ceux qui disposaient de renseignements décents comme la tour de l'Hégémon, emplissait les écrans de visualisation avant. Il semblait qu'un quelconque bardage lourd extérieur fût en train d'être hissé en place, en occultant un centre solide en piliers de litho-béton. Le pinacle supérieur était comme un doigt dénudé de sa chair, comme une aiguille d'os devant le ciel blanc. Ils s'amarrèrent à la plus petite des deux plateformes, pour y être accueillis par un petit groupe de serfs de la tour. Comme chaque fois, ceux-ci se montrèrent polis. Ils avaient la voix très douce, et leurs yeux semblaient regarder droit à travers vous. Le trajet jusqu'au quartier privé du capitaine général fut direct et rapide, émaillé d'un échange de banalités expertes. Celle qui l'accompagna, une femme à la peau ambrée, du nom de Calix, avait l'allure polissée d'une aristocrate. Ou bien peut-être d'une préceptrice, ou d'une archéologue. Elle posa quelques questions courtoises, donna elle-même des réponses satisfaisantes, et conserva un sourire égal durant tout ce temps. Il était tellement difficile de ne pas haïr ces gens. Bientôt ils furent tous partis, ainsi que les gardes du corps de Kandavir, la laissant seule dans une chambre au sol de marbre et aux murs de pierre blanche. Le soleil de la fin d'après-midi filtrait par les fenêtres étroites, dessinées pour ressembler à des meurtrières élargies. L'architecture était monolithique, à l'instar d'une forteresse ou d'un château de leur lointain passé. Il n'y avait là ni tableau, ni ornement, ni fontaine ou plantes décoratives. L'espace tout entier était froid et pâle, plat, sans reflet. Installés au milieu de la chambre devant le plus grand des ensembles de fenêtres, 2 sièges se faisaient face. Celui de gauche était de dimension humaine et se présentait vide. Celui sur la droite, faisant 2 fois la même taille, était quant à lui occupé. « Asseyez-vous, je vous prie », lui dit celui qui s'y trouvait, en indiquant la place vacante. Avant de comprendre ce qu'elle était en train de faire, Kandavir se prit à s'exécuter. Puis elle leva les yeux et se retrouva face, pour la première fois d'aussi près, à l'objet de ses investigations. Valdor, la lance de l'empereur. Il était impossible, même pour elle, de ne pas éprouver un sursaut de peur. Il était impossible de ne pas sentir une sueur froide lui venir, un réflexe de fuite,
le désir de détourner les yeux, de trouver à se saisir de quelque chose pour pouvoir se défendre. Au prix d'un effort, elle soutint son regard. « Le voyage fut-il bon ?» demanda-t-il. Il eût été plaisant de lui répondre d'un trait d'esprit, par une répartie digne de sa position. Au lieu de quoi, elle s'aperçut que sa bouche était étrangement sèche. « Oui », fut tout ce qu'elle parvint à prononcer. Au moins, cependant, les choses avaient débuté, se dit-elle. On lui avait soutenu que cela ne pourrait jamais se produire, qu'il n'accepterait jamais, et qu'elle allait user de son temps en pure perte, puisqu'elle ne pourrait rien découvrir par ce biais s'il ne le souhaitait pas. Tous avaient eu tort concernant le premier point. Il fallait espérer qu'ils se fussent également trompés à propos du reste. Elle prit une inspiration. Constantin Valdor, capitaine général de la Légio Custode, dit-elle en essayant de conserver un ton posé. En vertu de l'autorité dont m'a investi le Haut Conseil de Terra, je vous place sous le coup d'une enquête officielle. Par la présente, et sur ordonnance de la Lex Pacifica, vous êtes sommé de répondre à toutes mes questions quelles qu'elles soient. Une transcription Odex en sera rendue disponible en temps et en heure. Avez-vous des questions avant que nous débutions ? Il ressemblait tellement au reste d'entre eux. Si calme, tout empreint d'une assurance glacée. Elle se demanda si quelque chose l'avait jamais amené à transpirer à grosses gouttes, ou à perdre cet air magistral d'autorité suprême. Tout ça était une farce. Il pouvait y mettre un terme à n'importe quel moment, et elle n'aurait rien pu y faire. Elle se demanda, le cœur battant fort, si Armina avait raison, et si toute cette mascarade n'était rien de plus que la signature apposée à son arrêt de mort. Mais il fallait qu'elle continue. Il fallait mener les choses à terme, désormais. « Aucune, haute seigneuresse, » dit Valdor en posant les mains sur ses genoux d'un geste léger. « Je suggère que nous commencions. Alors, que souhaitez-vous savoir ?